Le vote est terminé, mais la décision, elle, était déjà prise. Alors que les bulletins viennent à peine d'être déposés, le pouvoir annonce déjà le résultat qu'il attend. 4 décennies au sommet de l'État et pourtant une certitude absolue, 88%, pas comme une hypothèse, comme une exigence. Quand un dirigeant affirme que tout score inférieur à 88% serait un vol contre lui, ce n'est plus une élection, c'est une déclaration de propriété. À ce moment précis, le comptage commence. Et immédiatement, les chiffres vont dans la direction promise, pas lentement, pas avec hésitation. Exactement comme prévu, ce n'est pas un hasard, c'est une mécanique. Avant même que le premier vote ne soit compté, l'espace public avait été neutralisé. 2 jours avant l'élection, le pays a été plongé dans le silence numérique. Pas de réseau. Pas de vidéo, pas de circulation d'images. Pas de témoins en temps réel. Dans ce vide organisé, la transparence devient impossible. Quand personne ne peut voir, tout devient racontable. Les autorités parlent de sécurité, de stabilité, de prévention. Mais couper l'Internet pendant une élection n'empêche pas la fraude. Cela empêche de la prouver. Sur le terrain, les signes s'accumulent. Faible participation, agents de l'opposition chassés, observateurs réduits au silence, règles modifiées en pleine journée de vote. Chaque élément pris isolément peut être minimisé. Ensemble, ils forment une architecture et cette architecture produit toujours le même résultat, des chiffres parfaits, un score écrasant, une victoire sans contestation officielle. Ce n'est pas une réaction improvisée à une crise, c'est l'aboutissement d'années de contrôle, de normalisation, d'habitude du pouvoir. Quand la manipulation devient routinière, la démocratie ne disparaît pas brutalement, elle est remplacée par une mise en scène. Et la question n'est plus qui a gagné. Mais à partir de quand le résultat n'était-il plus négociable? Le silence n'était pas un accident. Il était nécessaire. Quand l'Internet s'éteint, ce ne sont pas seulement les écrans qui deviennent en noir, ce sont les preuves qui cessent d'exister. Les vidéos ne circulent plus, les témoignages ne se croisent plus, les anomalies restent locales, isolées, étouffé. Dans ces conditions, le pouvoir ne gagne pas le vote, il gagne le récit. Officiellement, le blackout devait empêcher la désinformation. En réalité, il a empêché la vérification et sans vérification, toute version devient crédible, surtout celle qui contrôle l'État. Pendant que le pays est coupé du monde, le processus continue, mais il ne ressemble plus à un choix collectif, il ressemble à une procédure administrative dont l'issue est connue. La participation est faible, ce détail est crucial. Quand les citoyens croient que leur vote ne change rien, ils se retirent. L'abstention devient un langage politique silencieux et pourtant, malgré cette absence visible, le score annoncé reste massif. Plus élevé encore que lors des précédents scrutins, comme si moins de voix produisaient plus de légitimité. Ce paradoxe n'est pas expliqué, il est imposé. Sur le terrain, l'opposition observe autre chose, des véhicules du parti au pouvoir, de l'argent distribué à proximité des bureaux de vote, des agents électoraux expulsés, des quartiers entiers placés sous pression. Ce n'est pas le chaos, c'est la discipline. La violence n'est pas désordonnée, elle est ciblée. Elle ne cherche pas à provoquer une guerre civile. Elle cherche à rappeler qui contrôle l'espace. Quand des électeurs sont battus pour leurs opinions, le message est simple, le vote est toléré, la contestation ne l'est pas. Le candidat de l'opposition se rend sur place. Il ne découvre pas une anomalie ponctuelle, il découvre un système en fonctionnement, intimidation, répression, argent, peur. Ce n'est plus une compétition, c'est un filtrage. Les voix autorisées passent, les autres sont dissuadées, déplacées, effacées. Et pendant que tout cela se déroule, le pays ne peut ni documenter, ni coordonner, ni alerter. La coupure n'a pas supprimé la fraude, elle a supprimé sa visibilité. Quand la lumière revient, les chiffres sont déjà là, propres, alignés, indiscutables. Mais une élection où personne ne peut voir n'est pas une élection, c'est une déclaration de pouvoir. La manipulation ne commence pas le jour du vote. Elle commence bien avant, dans les détails que personne ne regarde assez longtemps. Le registre électoral, par exemple. Il est contesté dès le départ. Entrée en double, incohérence, noms répétés, listes opaques. Ce ne sont pas de simples erreurs techniques. C'est la matière première du contrôle. Quand la base est faussée, le résultat n'a plus besoin d'être truqué brutalement. Il suffit de laisser le système produire ce pour quoi il a été conçu, puis viennent les règles. Annoncer
Clairement, biométrie obligatoire, empreinte, vérification oculaire. Les électeurs se présentent tôt, convaincus que la procédure sera respectée. Et puis, en pleine matinée, tout change. À 10h, la vérification disparaît sans débat. Sans explication crédible, tout le monde peut voter, même sans contrôle. Changer les règles pendant le jeu n'est jamais neutre. C'est toujours un aveu. Dans un pays connecté, ce type de rupture déclenche des alertes immédiates. Ici, elle passe presque inaperçue. Parce que personne ne peut la diffuser, l'opposition pose alors une question simple mais fondamentale. Comment communiquer sans Internet? Comment coordonner les observateurs? Comment corriger une instruction erronée à l'échelle nationale? La réponse est brutale. On ne peut pas. Un système qui coupe la communication pendant une élection ne cherche pas à gouverner, il cherche à verrouillé. Pendant ce temps, le pouvoir avance un autre récit. Il parle de fraude passée. Il accuse l'opposition d'avoir volé des voix lors d'un scrutin précédent. Il justifie ainsi le passage à un système électronique. Mais un système électronique sans Internet n'est pas une solution. C'est une arme à double verrou. D'abord, on coupe la connexion. Ensuite, on déclare que la technologie a échoué. Enfin, on publie des résultats définitifs. Ce n'est pas une succession d'erreurs, c'est une séquence logique. Quand l'État contrôle la liste, la règle, la technologie et le silence, le vote n'est plus un choix, c'est une formalité. Et à ce stade, la question n'est plus de savoir si la fraude a eu lieu. La question devient à quel moment exact le peuple a-t-il perdu la possibilité d'influencer le résultat? La violence n'est pas un débordement, elle est un message. Tout au long de la campagne, le schéma est constant. Réunions perturbées, gaz lacrymogène, coup porté en pleine rue. Le candidat de l'opposition frappé publiquement, en plein jour, dans la capitale. Ce n'est pas pour le faire taire, c'est pour que tout le monde regarde. La répression ne vise pas seulement l'opposant, elle vise ceux qui pourraient s'identifier à lui. Elle transforme le soutien politique en risque personnel. Quand des militants sont attaqués, quand des quartiers sont encerclés, quand des visages connus sont battus, le calcul est simple. Chaque vote potentiel doit être pesé contre la peur. Ce climat n'est pas accidentel, il est entretenu. Les partisans du pouvoir circulent librement. Ils distribuent de l'argent, ils intimident, ils frappent et ils ne sont jamais inquiétés. Ce déséquilibre n'a pas besoin d'être expliqué, il est compris. Dans ce contexte, appeler cela une campagne est une fiction. C'est une démonstration de force progressive, une répétition générale. Le jour du vote n'est alors que l'ultime étape, pas la plus violente, la plus silencieuse. Quand les électeurs savent que soutenir l'opposition peut mener à des représailles, beaucoup choisissent de disparaître du processus. Ils ne votent pas. Ils se taisent. Ils survivent et ce retrait est ensuite utilisé contre eux, faible participation, preuve d'un manque d'intérêt. Score écrasant, preuve de soutien massif. La logique est circulaire, la peur réduit la participation, la faible participation légitime le résultat justifie la continuité de la peur. À ce stade, le pouvoir ne cherche plus à convaincre, il cherche à normaliser. Une génération entière a grandi sous le même dirigeant, 40 ans, un temps suffisant pour transformer l'exception en règle et la règle en destin. Quand le pouvoir dure aussi longtemps, il ne se présente plus comme un choix, il se présente comme un paysage. L'alternative devient alors dangereuse, non pas parce qu'elle est radicale, mais parce qu'elle rappelle que le paysage pouvait être différent. Et c'est précisément pour cela qu'elle doit être écrasée. Pas par un coup d'État, mais par une élection rendue impraticable. À ce stade, le résultat n'est plus une surprise, il est une formalité administrative. Les chiffres apparaissent progressivement, mais leur trajectoire est déjà connue. Ils confirment exactement ce qui avait été annoncé avant même le dépouillement. Une avance large, un pourcentage écrasant, une victoire sans appel. Ce qui frappe, ce n'est pas l'ampleur du score, c'est sa précision. Il correspond à une promesse préalable, presque à une commande. Quand un dirigeant prédit son propre pourcentage avant le vote, il ne fait pas une analyse politique, il fixe un seuil de légitimité artificielle. Tout ce qui est en dessous devient suspect. Tout ce qui correspond devient la vérité. Dans ce cadre, le dépouillement n'est plus un processus de découverte, c'est une opération de validation. Le pouvoir parle alors de vol électoral. Mais il accuse l'opposition. Il affirme que lors d'un scrutin précédent, des millions de voix auraient été détournées. Cette accusation sert de justification à tout ce qui suit: bulletins marqués, systèmes électroniques, contrôle renforcé, centralisation accrue. Chaque mesure est présentée comme une réponse défensive,
Mais mises bout à bout, elles construisent un monopole. Le paradoxe est total, on impose un vote électronique, puis on coupe l'Internet. On promet une technologie moderne, puis on crée les conditions de son échec. Ensuite, on invoque cet échec pour imposer des résultats fermés, inaccessibles à toute vérification indépendante. Ce n'est pas une contradiction. C'est une boucle fermée. Dans l'obscurité informationnelle, quelques voix parviennent encore à s'exprimer. Des VPN, des messages fragmentaires. Des images rares. Mais ces fissures ne suffisent pas à briser le mur, la majorité du pays reste coupée du monde, coupée entre elles. Et c'est précisément là que le pouvoir opère le plus efficacement. Quand les citoyens ne peuvent pas comparer leurs expériences, chacun doute de ce qu'il a vu, la réalité devient individuelle, donc contestable. Le président s'avance alors vers un nouveau mandat, le 7e, 40 ans au pouvoir. Ce chiffre n'est jamais anodin. 40 ans, ce n'est plus une longévité politique, c'est une transformation institutionnelle. L'État, à force de durer, commence à se confondre avec un homme. Les institutions deviennent des extensions de sa survie. Les élections, des rituels de continuité, l'opposition, elle, incarne autre chose, pas une solution miracle, mais une rupture symbolique, une génération différente, une possibilité de fin. Et c'est précisément pour cela qu'elle ne peut pas gagner, pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle représente une sortie. Quand un système est bâti pour durer indéfiniment, toute alternative devient existentielle. Il ne s'agit plus de gouverner mieux, il s'agit de continuer à gouverner coûte que coûte. Ainsi, si la victoire est annoncée, elle ne résout rien. Elle ne fait que reporter la tension. Elle confirme une domination, mais creuse une fracture. Et la vraie question commence à émerger lentement, dangereusement. Combien de temps un pouvoir peut-il survivre à l'absence de consentement réel ? À ce moment précis, l'élection cesse d'être un événement national. Elle devient un précédent. Ce qui se joue n'est plus seulement le pouvoir d'un homme, mais la normalisation d'une méthode. Quand une victoire fabriquée est acceptée sans rupture immédiate, elle crée un standard. Ce standard n'a pas besoin d'être proclamé, il est observé et reproduit. Le mécanisme est simple, couper la communication, fragmenter l'opposition, isoler les témoins, contrôler le récit, publier des chiffres irréfutables parce qu'invérifiables. Une fois que ce modèle fonctionne, il n'est plus nécessaire de l'expliquer. Il devient une option politique viable et ce qui est viable se diffuse. Ce n'est plus seulement l'Ouganda. C'est un signal envoyé à toute une région, un message silencieux, le coût international est faible, la résistance interne est gérable, le temps joue pour le pouvoir quand une élection manipulée n'entraîne ni sanction immédiate ni rupture diplomatique majeure. Elle cesse d'être une anomalie, elle devient une tactique. Dans ce contexte, le silence extérieur n'est pas neutre, il est interprété. Accepter le résultat, même en le critiquant verbalement, revient à reconnaître l'efficacité du procédé. Refuser de le reconnaître exige un coût politique et ce coût, peu sont prêts à le payer. À l'intérieur du pays, l'impact est plus profond encore. La confiance ne disparaît pas d'un coup, elle s'érode. Les citoyens comprennent que la participation ne protège plus, que l'abstention n'est pas une protestation, que la colère visible est dangereuse. Alors une autre stratégie émerge, la survie individuelle. On se replie, on observe, on attend. Ce retrait collectif est souvent interprété comme de la résignation. En réalité, c'est un calcul dicté par un rapport de force clair, mais ce calcul a un prix. Quand la politique devient impraticable, elle ne disparaît pas. Elle se déplace, elle s'enfonce sous la surface, dans les frustrations silencieuses, dans les conversations privées, dans la mémoire collective. Le pouvoir peut contrôler les urnes, il peut contrôler les écrans, il peut contrôler les chiffres, mais il ne contrôle jamais totalement le temps. Chaque élection verrouillée repousse la crise sans la résoudre. Chaque victoire artificielle accumule une dette politique et cette dette ne disparaît pas, elle se transmet. Le régime se présente comme stable, mais sa stabilité repose sur une immobilité forcée. Et toute immobilité prolongée finit par produire une rupture. La question n'est donc plus de savoir si cette élection était juste. Cette question est déjà tranchée dans les esprits. La vraie question devient, quand un système empêche durablement toute alternance, quelle forme prendra le changement lorsqu'il n'aura plus d'issue légale ? À ce stade, 3 trajectoires se dessinent et aucune n'est sans coup.
Première trajectoire, l'acceptation. Le résultat est entériné, les chiffres deviennent officiels. La routine reprend. À court terme, le pays semble stable, les institutions fonctionnent, le pouvoir se consolide. Mais quelque chose se fige quand une victoire sans consentement réel est normalisée, l'élection perd sa fonction, elle ne sert plus à choisir, elle sert à confirmer. Dans ce scénario, la démocratie ne meurt pas brutalement, elle se vide, elle reste debout mais sans circulation. Deuxième trajectoire, le rejet frontal, contestation, mobilisation, refus public. Ce chemin paraît courageux, il est aussi le plus dangereux dans un environnement où la violence est déjà intégrée au système, l'escalade est prévisible. Le pouvoir sait répondre à la rue, il l'a déjà fait, il dispose des outils, de l'habitude et de la légitimité qu'il s'est lui-même accordé. Ici, le coût humain est immédiat, visible et souvent payé par ceux qui ont le moins de protection. Troisième trajectoire, le silence prolongé. Pas par adhésion, par calcul, les citoyens continuent de vivre. Ils observent, ils mémorisent. Ce scénario est le plus trompeur, il donne l'illusion d'une victoire totale du pouvoir. Mais il transforme la société en réservoir de tensions latentes, quand aucune voie légale n'est crédible, quand aucune alternance n'est envisageable, la politique cesse d'être un espace public, elle devient une question de moment, le changement n'est plus discuté, il est attendu. Dans tous les cas, une chose est déjà acquise, cette élection a déplacé une frontière. Ce qui était autrefois scandaleux devient aujourd'hui acceptable. Ce qui est acceptable aujourd'hui deviendra demain banal. Quand un dirigeant peut annoncer son score à l'avance, couper les communications, modifier les règles, neutraliser l'opposition, puis être proclamé vainqueur, un message clair est envoyé. Le pouvoir ne se gagne plus, il se conserve. Et cette logique ne reste jamais confinée à un seul pays. La question n'est donc pas seulement ougandaise, elle est systémique. Elle concerne tous ceux qui pensent encore que voter suffit à protéger la liberté. Car une fois que le vote est vidé de son sens, ce n'est pas l'opposition qui est affaiblie, c'est l'avenir. Le résultat sera annoncé, il sera présenté comme légal. Il sera défendu comme nécessaire, mais il ne clôt rien. Il ouvre. Ce qui s'est joué ici dépasse une élection. C'est une redéfinition silencieuse de ce que signifie choisir. Quand les chiffres remplacent le consentement, quand la procédure remplace la volonté, le pouvoir peut durer longtemps. Mais il ne devient jamais légitime. La légitimité ne naît pas de la répétition, elle naît de l'adhésion. Et l'adhésion ne peut pas être fabriquée indéfiniment. Aujourd'hui, beaucoup se taisent, pas parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils évaluent le risque. Ce silence n'est pas une victoire, c'est une suspension. L'histoire montre toujours la même chose. Quand les canaux pacifiques sont bloqués trop longtemps, le changement ne disparaît pas, il change de forme. Personne ne peut prédire quand, ni comment, mais le moment arrive toujours. La vraie question n'est donc pas de savoir qui a gagné cette élection. La vraie question est quel avenir est en train d'être fabriqué à force de verrouiller le présent. Accepter ce modèle, c'est accepter que le vote devienne un décor. Le refuser, c'est reconnaître que le prix sera élevé. Il n'y a pas de choix confortable, il n'y a que des conséquences différées. Ce qui se passe aujourd'hui sera observé ailleurs, imité, adapté. Et chaque silence renforce l'idée que cela fonctionne. Alors il reste une responsabilité minimale. Voir clair, nommer ce qui est fait, refuser de confondre stabilité et justice, parce que les chiffres peuvent être écrits, les procédures peuvent être contrôlées. Mais une société à qui l'on retire durablement le droit de choisir finit toujours par chercher une autre manière de se faire entendre. La question est simple, pas pour aujourd'hui, pour demain. Que se passe-t-il quand un peuple comprend que voter ne change plus rien ?